Bonjour, donc nous voilà donc pour la deuxième partie consacrée à la carrière d'Eumène de Cardia. Nous allons nous intéresser donc désormais à Eumène et la succession d'Alexandre. Donc d'emblée, on peut le dire, hein, Eumène va manifester jusqu'au bout une loyauté certaine envers la dynastie argéade. Donc que ce soit bien sûr Alexandre, hein, bien évidemment, mais surtout envers donc ses héritiers légitimes, donc Philippe III, son demi-frère, son fils posthume Alexandre IV, et surtout Olympias, la reine-mère, et aussi d'ailleurs sa fille Cléopâtre. Alors, on pourrait le dire d'emblée, c'est que cette loyauté conditionne sa survie en tant que grec. Donc, non macédonien, il ne peut pas prétendre aux mêmes honneurs que les généraux, et on peut comprendre que voilà, soutenir la cause royale et donc d'un maintien de l'unité impériale garantit sa sauvegarde. Donc, il va attacher sa cause à la reine-mère, donc Olympias, et il va ensuite, on verra, par un retournement d'alliance, on va dire inopiné, passer du côté de la régence macédonienne, mais du temps de Polyperchon. On l'avait déjà expliqué à propos d'Antipater, je le dis d'emblée. Eumène est au départ, on va dire, l'ennemi des forces centrifuges, donc il est le soutien de Perdiccas, mais en 319, Antipater meurt, de sa succession à Polyperchon, et Polyperchon, qui est un ennemi qui apparaît en face de lui, c'est Antigone, va choisir Eumène comme stratège en chef. Donc un retournement d'alliance, c'est peut-être un peu complexe, mais bon, on va tâcher de l'expliquer. Donc en tout cas, voilà, on a des traces de plusieurs lettres chez Diodore et Plutarque, donc des correspondances entre Olympias et Eumène. Alors, on peut aussi revenir rapidement sur ses relations avec Cléopâtre, donc la sœur d'Alexandre qu'il a rencontrée, et à laquelle il va conseiller d'épouser Perdiccas. Alors, il montre aussi quand même, voilà, un attachement aussi à la cause, on verra, de Perdiccas, bien évidemment. Donc justement, en juin 363, on l'avait vu déjà aussi, que Eumène, c'est là où il va rentrer un peu dans le jeu, c'est qu'il va œuvrer à une réconciliation entre les partisans de Philippe III et les partisans de l'enfant à naître d'Alexandre. En gros, la phalange qui s'oppose à la cavalerie des compagnons. Donc il va profiter de son statut de non-macédonien pour faire passer un accord, et on aboutit à une royauté bicéphale, qui ne tiendra pas la route évidemment, mais bon, en tout cas, il arrive à réunir les partisans de Philippe III, le demi-frère d'Alexandre, qui était considéré comme déficient mental, et le futur Alexandre IV, un enfant à naître de Roxane. Alors, eu égard, on va dire, à cette intervention, Perdiccas, donc le grand Kiléarque de l'Empire, on va dire le régent de l'Empire, va lui confier les satrapies donc de Cappadoce et de Paphlagonie. Mais le bémol, c'est que ces provinces donc, du nord de la Turquie actuelle restent à conquérir. Elles n'ont pas été occupées par Alexandre, ce sont des provinces, on va dire, périphériques, et il va, à l'époque, donc foncer vers la Phénicie. Voilà, donc elles sont aux mains d'un dynaste puissant qu'il faudra vaincre, et donc évidemment Eumène a besoin d'alliés, d'une armée, et donc Antigone, qui est voisin, c'est-à-dire il est le satrape de Phrygie depuis le début de la conquête, on verra qu'il joue un très grand rôle bien sûr dans les guerres des Diadoques, et Léonatos, là aussi un officier de haut rang, apparenté d'ailleurs à la mère de Philippe II, sont chargés par Perdiccas d'aider Eumène à conquérir la Cappadoce. Alors, on l'avait expliqué là aussi, Antigone refuse de se rabaisser, on va dire, à partir au combat pour un autre, et il va fuir auprès d'Antipater. Alors peut-être qu'il cherche un prétexte, voilà, pour nuire à Perdiccas, tandis que Léonatos est au départ d'accord, mais qu'au dernier moment, il va détourner l'armée pour venir en aide à Antipater, qui est assiégé par les Grecs à Lamia, donc c'est la guerre lamiaque. Donc de ce fait, c'est Perdiccas qui va prendre les choses en main avec l'armée royale,
et il vainc Ariarathe, qui s'est d'ailleurs entre-temps proclamé roi de Cappadoce. C'est une grande bataille méconnue, mais on sait qu'elle met en jeu des effectifs importants. Ariarathe, d'ailleurs, qui sera capturé et crucifié. Donc, là, on y reviendra, mais il va avoir une politique assez particulière par rapport aux autochtones, là, on y reviendra. Mais donc quand le conflit entre les Diadoques éclate en 322, donc en gros l'alliance des forces centrifuges contre Perdiccas, il va être chargé par ce dernier de contenir en Anatolie les armées d'Antipater et de Cratère, hein, sachant que la flotte est elle, commandée par Antigone. Donc, voilà, la cause de Mène paraît entendue, parce qu'il y a quand même à faire, hein, en face de lui, donc le prestigieux Cratère et puis Antigone qui commande la flotte. Bon, il n'est pas toute seule, hein, évidemment, Mène, hein, il a un général qui l'accompagne, c'est Néoptolème. On verra aussi Alcétas, hein, qui est le propre frère de Perdiccas. Bon, là aussi, je vous épare les détails des campagnes des mineurs, hein, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Au printemps 321, grande bataille de l'Hellespont, avec des effectifs importants, hein. Voilà, par exemple, l'armée de Mène, on sait, compte tout de même 20 000 phalangites, hein, c'est quand même important, hein, voilà. Et Néoptolème, en fait, qui commande une partie de l'armée, va en fait fuir au milieu de la bataille. Hein, ils sont devenus des rivaux, des ennemis, et Néoptolème va au dernier moment, il va pas suivre les ordres de Mène. Et du coup, c'est assez étonnant, mais c'est un fait, hein, en tout cas révélé par Plutarque, les deux hommes vont s'affronter sur le champ de bataille dans un combat singulier, et Eumène, le scribe, hein, grec, tue Néoptolème. Et dans le même temps, donc là, on va dire la vraie bataille commence entre Mène et Cratère, et Cratère trouve la mort très rapidement, peut-être d'une chute de cheval. Voilà. Donc en tout cas, c'est quand même un fait important, parce que Cratère est un général prestigieux, il était quand même l'un des favoris, on considère avec Héphaïstion comme l'ami le plus proche d'Alexandre. D'ailleurs, Mène va montrer un certain respect pour Cratère en envoyant les cendres de Cratère à sa famille en Macédoine. Donc dans le même temps, on l'avait expliqué, on n'y reviendra pas, Perdiccas est assassiné donc sur le Nil par ses généraux, notamment Séleucos, hein, lors de la campagne contre Ptolémée. Et donc là, Mène paraît bien seul, hein, et il est d'ailleurs condamné à mort par l'Assemblée macédonienne. En gros, voilà, l'armée de Macédoine, hein, pour avoir voilà, défait et tué Cratère. Et Antigone reçoit les pleins pouvoirs, il devient stratège d'Asie pour le combattre. Donc, entre 321 et 319, il est progressivement chassé d'Anatolie, mais il a quand même le temps d'organiser des levées de cavalerie cappadocienne, qui est relativement voilà, une cavalerie réputée. Et en 319, il va se réfugier avec une petite armée, des partisans, dans une citadelle, hein, citadelle de Nora, dans les confins de la Cappadoce. Tandis que d'ailleurs, dans le même temps, le frère de Perdiccas, donc Alcétas, lui, s'enferme aussi dans une citadelle, mais il est assiégé, contraint au suicide. Et Antigone, qui a fort à faire lui aussi, qui doit reconquérir la Lydie et la Phrygie, qui avait été soulevée par Alcétas, doit négocier un armistice avec Eumène, par l'intermédiaire de Hieronymos de Cardia. Hein, on l'avait dit, hein, donc l'historien, le futur historien, qui est voilà un collaborateur proche, on pourrait presque dire voilà le secrétaire, enfin voilà le chef de la diplomatie de Mène, hein, donc il est chargé de mener cette négociation entre Mène et Antigone. Donc c'est la première mention qu'on a de Hieronymos de Cardia, donc le futur historien des Diadoques. Alors là, la situation de Mène va connaître vraiment un basculement, hein, comme seule l'histoire antique peut nous réserver. Un revirement complet, c'est parce que voilà, il est vu comme fini, on pourrait dire, sauf que la mort d'Antipater va tout changer. C'est-à-dire que, on l'a dit là aussi,
dans d'autres vidéos, pour ceux qui ont suivi, c'est que Antipater ne veut pas que ce soit Cassandre qui lui succède, et il va choisir l'aîné des généraux macédoniens, Polyperchon, comme régent. Et donc Polyperchon, évidemment, trouve devant lui l'ambition de Cassandre, et surtout, Antigone ne veut recevoir d'ordre de personne, pour ainsi dire, parce qu'il ne respecte et ne craint que Antipater, un homme de sa génération. Et voilà, Antigone fait figure d'homme à abattre. Hein. Il veut se tailler une principauté en Asie, et donc Eumène va recevoir de la régence officiellement, en nom des rois, hein, voilà, de la régence macédonienne, le titre de stratège autocrator d'Asie, à charge pour lui de vaincre Antigone. Donc il retrouve la pleine possession de la Cappadoce, et il va recevoir aussi l'usufruit des immenses trésors de Kilinda en Cilicie, hein, où a été entreposée une grande partie du trésor de guerre d'Alexandre, et il va aussi recevoir le fameux bataillon des 3000 boucliers d'argent, les argyraspides, les vétérans des campagnes d'Asie, que Cratère devait normalement ramener en Macédoine, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'ailleurs d'y retourner, et qui vont mener une dernière campagne, certains qui sont âgés de 60 ans, donc des vétérans voilà, expérimentés, et donc ils vont passer du côté de Mène, donc il y a des moyens et une armée puissante, on estime à 20 000 hommes. Donc il va descendre d'abord vers la Phénicie, donc pour couper, on va dire, les voies maritimes à Antigone, qui est lui, voilà, stationné à l'époque en Syrie. Et il cherche à monter une flotte, voilà, importante, mais voilà, il y a la flotte de Ptolémée qui entre en jeu, qui s'allie avec Cassandre et Antigone, tandis que la flotte de Polyperchon subit un désastre. Donc là, il va foncer vers, on va dire, le cœur de l'Asie, et il va donc remonter donc par l'Euphrate vers la Mésopotamie. Il peut éloigner Antigone de ses bases arrières et rallier, voilà, les satrapes de la partie orientale qui se sont en fait révoltés contre un autre satrape, Phaéton, le satrape de Médie, qui lui-même s'est allié à Antigone. Donc ça explique pourquoi, voilà, cette première guerre des Diadoques, on va dire en tout cas entre Eumène et Antigone, va se dérouler en Haute-Asie. Voilà, c'est parce que voilà, chacun a besoin d'alliés, on va dire. Et donc Eumène va hiverner en Babylonie, entre 318 et 317. Il va se heurter à Séleucos et à Phaéton. Il va livrer, alors on n'a pas les détails, mais il va livrer bataille tout de même à Séleucos, le repousser sur les rives de l'Euphrate, et va s'emparer de la citadelle de Babylone. Il veut ensuite traverser le Tigre, mais Séleucos fait inonder le fleuve. Et Séleucos finit par proposer une trêve à Eumène. Alors d'ailleurs, ces événements sont exposés par Diodore, évidemment comme souvent, mais sont aussi confirmés par des chroniques babyloniennes, donc des tablettes cunéiformes qui stipulent au jour près ces événements, et du côté évidemment de Séleucos. Alors revenons à la lutte contre Antigone proprement dite, mais on va réserver ça plutôt pour une troisième partie. Voilà.